Bonjour, c'est Bidib de ma petite médiathèque. On se retrouve aujourd'hui pour faire une petite vidéo spéciale British Mysteries. Les British Mysteries sont un challenge lecture, mais pas que, organisé par Hilde et Lou. Bien sûr, je vous mets en commentaire, en description, tous les liens. Et au mois de mars, normalement, elles organisent un mois spécial British Mysteries, mais ce mois-ci, elles n'ont pas eu le temps, donc on aura un demi-mois, donc du 15 au 31, et je me suis dit c'était l'occasion de faire une petite vidéo spéciale. Alors j'ai sorti tout un tas de lectures. En fait, quand on parle de British Mysteries, moi je pense tout de suite à l'époque victorienne, et je me suis dit je vais sortir de ma bibliothèque tous les livres de cette époque, donc les British Mysteries dans une ambiance haute société fin 19e. Le premier livre, et celui qui m'a donné l'idée de cette vidéo, c'est le dernier... Enfin, non, c'est pas le dernier, j'en ai lu d'autres, qu'est-ce que je dis? Mais enfin, en tout cas, c'est celui qui m'a le plus marqué de mes dernières lectures sur le thème. C'est Les 7 morts d'Evelyn Hardcastle, que j'avais découvert chez Fondant Grignotte, dans un de ses vlogs, et ça m'avait donné beaucoup envie, et j'ai adoré, j'ai beaucoup aimé. Alors moi qui lis pas trop de gros livres, là c'est quand même un gros pavé, et je me suis pas du tout ennuyée, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et alors on est dans une ambiance fantastique. Le personnage principal va revivre plusieurs fois la même journée, et il veut éviter le meurtre d'Evelyn Hardcastle. Et le contexte du pourquoi il revit cette journée nous est expliqué, mais ça reste quand même assez flou, donc on n'aura pas vraiment d'explication sur la société autour de cet événement, comment il en est arrivé là, mais l'ambiance en tout cas, elle se situe dans une grande demeure, un château d'une famille noble, à la fin de la société, enfin non, c'est des cas, je vais pas y arriver. Donc dans une famille noble, mais en décadence, c'est-à-dire que c'est la fin de la belle époque pour ces riches familles nobles, quoi. Elles sont sur le déclin, et, euh, et donc on est un peu dans le faste des réceptions, etc. Mais on voit bien que ce n'est plus ce que c'était, et tout le monde est plus ou moins dans la nostalgie, et puis il y a aussi cette ambiance, on critique beaucoup ce côté apparence de la haute société, où il faut être bien habillé, il faut faire des belles fêtes, il faut que ça soit très riche, etc. Et tout le monde est très hypocrite en réalité, et on attend toujours la meilleure opportunité pour critiquer, parce que c'est pas assez bien, c'est pas assez riche, la maison est trop délabrée, ceci, cela, etc. Et c'est une ambiance très particulière, et j'ai beaucoup aimé ce roman. Et du coup, je me suis dit, ça serait rigolo de réunir un peu tous les romans que j'ai lus se passant à la fin du 19e dans l'Angleterre de la haute société. Et j'ai récupéré, du coup, alors je vais commencer d'abord par celui-ci. Voilà, tout ça, c'est la même chose. Alors, l'autrice, Gail Carringer, est américaine, mais Alexia Tarabotti, le personnage principal de cette série, vit à Londres, et nous sommes là aussi sous la reine Victoria. Et dans ce roman, nous sommes dans du fantasy avec des vampires, des loups-garous et toutes sortes de créatures de ce genre qui cohabitent avec les êtres humains. Et l'héroïne, Alexia, a la particularité de ne pas avoir d'âme. Ce qui fait qu'à son contact, les créatures surnaturelles redeviennent humaines. Elle part du principe, l'autrice, que finalement les loups-garous, les vampires, etc., ce sont des humains qui ont des excès d'âme, et qui, du coup, peuvent se transformer soit en vampires, en loups-garous s'ils sont mordus, soit en fantômes quand ils meurent. Alors, comme elle n'a pas d'âme, elle aspire, je vais y arriver, leur excès d'âme, et à son contact, ils redeviennent humains. Et elle va donc intégrer un conseil spécial de la reine qui s'occupe des affaires occultes. Elle va épouser un loup-garou, et puis il va y avoir tout un tas d'aventures dont je
révélerai pas toute l'intrigue, parce que ce serait trop long. Il y a quand même 4 tomes. Alors oui, voilà, 4 tomes. Moi, je les ai en anglais. J'ai lu les 3 premiers. Il me reste le dernier à découvrir encore. Comme vous voyez, c'est des livres d'occasion. J'ai beaucoup aimé, en fait, je trouve le ton, j'aime beaucoup le ton, c'est très léger, on est dans l'humour, ça se prend pas au sérieux. L'héroïne est très drôle, à la fois elle est très bonne manière, boire le thé, très brutish comme ça, mais en même temps on est un petit peu dans la critique de toute cette de tout ce décorum et c'est assez drôle. Moi j'aime beaucoup l'ambiance. Et la série a aussi été adaptée en manga. Et le manga est assez chouette aussi. Donc il est en 3 tomes seulement. Alors je me souviens plus, je crois que du coup ça va pas jusqu'au bout. Il a dû être fait avant que la série soit finie. Le manga je l'ai lu il y a très très longtemps, donc je m'en souviens pas très très bien. Mais voilà, je voulais quand même le montrer parce qu'il est bien sympa aussi. Et on retrouve ce décor de Angleterre victorienne fantasmée, bien sûr, hein, parce qu'on est un peu... déjà, on est dans le fantastique, et puis on a un petit côté steampunk aussi, avec des machines et des choses comme ça. Ils ont des systèmes de communication, je me souviens plus, j'ai pas très bien compris comment ça fonctionne, mais voilà, ils inventent aussi, il y a aussi des machines qui n'existent pas, qui sont sympas, qui leur permettent notamment de communiquer comme un téléphone, mais ça marche autrement. Donc voilà pour ce qui est une ambiance. Alors on a eu le fantastique, le fantasy, et maintenant on va passer à du policier. Alors, voilà, j'ai lu le tome 2 en numérique. Donc voilà, nous avons cette série, c'est Lizzie Martins, alors je sais plus, enfin bon bref, c'est une femme de bonne famille anglaise, pareil du 19e siècle, fille de docteur, son père décède, et donc elle cherche une place, et elle commence comme dame de compagnie chez une tante à elle, à Londres, et donc ça c'est dans le premier tome, et sauf que voilà, dame de compagnie, c'est pas vraiment pour elle. Elle est très indépendante, elle est très curieuse, et puis surtout elle a un intérêt particulier pour les morts, ce qui fait que quand elle se retrouve dans cette place, la disparition de la personne qui était là avant elle l'intrigue beaucoup, et elle va finalement mener son enquête, ce qui l'amène aussi à rencontrer un policier de Scotland Yard avec qui elle va se lier d'amitié. Ils vont donc enquêter, pas vraiment ensemble, c'est plutôt en concurrence, mais ce qui va les lier. Et on la retrouve dans le deuxième tome, dans une famille encore plus... sa tante c'était une bourgeoise, je pense. Là, dans le deuxième tome, elle va carrément intégrer une famille noble qui va la prendre aussi comme dame de compagnie pour surveiller une jeune femme qui a perdu son enfant. Sauf que dans cette situation, il y a quelque chose qui est très étrange, et Lizzie va commencer à se poser des questions, à enquêter sur la disparition prématurée de cet enfant, et sur ce que semble cacher la famille. Et c'est très chouette. Alors j'ai lu le premier tome en français, parce que j'avais vu passer la série sur internet, je sais plus chez qui je l'ai vu, ça m'avait donné envie, j'ai acheté le premier tome et j'ai trouvé ça très sympa, et comme le langage je le trouvais assez facile, je me suis dit je vais tenter en anglais pour voir ce que ça donne, et en fait j'ai beaucoup aimé le lire en anglais. Le deuxième tome, ça se lit vraiment facilement, c'était pas très difficile. J'en viens du coup, puisque j'ai la tablette sous les yeux, à une autre série que j'ai lue en numérique, retour au fantastique avec A Charm of Macpeas, dont j'ai lu les 2 premiers tomes. Nous sommes ici, pareil, en Angleterre, à Londres, fin 19e. Un lord, enfin du coup je me souviens plus, mince, comment il s'appelle, Lucien, vient de revenir de la Chine, où il était expatrié depuis des années, car son père, qui était lord, et son grand frère sont morts dans des circonstances assez étranges.
et c'est à lui qui revient de reprendre le titre et les affaires de la famille. Lui, il vit en Chine depuis des années, il n'a aucun intérêt à être là, ça l'ennuie plus qu'autre chose, mais il faut bien qu'il reprenne les affaires en main. Sauf que quand il arrive, il commence à se sentir mal, il fait plusieurs tentatives de suicide alors qu'il n'est pas du tout suicidaire ni dépressif. Du coup, son second décide de faire appel à un chaman pour essayer de voir pourquoi est-ce qu'il a ce comportement. Et donc, ils font un appel à ce que, dans cette Angleterre, on appelle les praticiens. Et il rencontre ainsi le deuxième personnage, dont le nom m'échappe à l'instant, qui va mener son enquête pour savoir effectivement qui a posé ce charme sous le Lord et pour le pousser au suicide. Alors nous sommes dans de la romance MM, donc voilà, le but de l'histoire c'est qu'à la fin ils vont sortir ensemble, on le sait, on s'y attend. Mais ce que j'ai aimé dans ce premier tome, donc d'ailleurs c'est pas du tout le premier tome que je vous montre là, voilà, ça c'est le premier tome. Ce que j'ai bien aimé dans ce premier tome, c'est qu'il y a vraiment toute une intrigue, et donc on voit bien que les deux hommes ils se plaisent, et etc. Ils se tournent autour, mais on a vraiment toute une histoire qui tient la route, on veut savoir, on mène une enquête, qui a fait la malédiction, etc. Et finalement, le côté romance ne prend qu'un chapitre à la fin, et ça ne prend pas le dessus sur le côté fantastique de l'histoire, et ça m'avait bien plu. C'est un langage très facile à lire, donc voilà, pour lire en anglais, moi j'arrive à lire en anglais, mais je suis pas non plus hyper à l'aise. Du coup, voilà, ce genre de livre j'aime bien parce que c'est vraiment facile à lire, et voilà, on n'est pas trop perdu, on n'est pas trop dans la littérature compliquée, quoi. Dans le deuxième tome, j'étais un petit peu déçue par le début parce que justement ce qui m'avait plu dans le premier tome, c'est que on était plus dans l'histoire fantastique et un petit peu de romance. Là, le deuxième tome commence avec du sexe. T'as même pas commencé l'aventure qu'ils ont déjà couché ensemble je sais pas combien de fois. Or moi j'ai été là pour lire une histoire fantastique avec un peu de romance et éventuellement du sexe, mais pas pour lire un truc érotique, quoi. Du coup, j'étais un petit peu déçue. J'ai lu plusieurs chapitres en me disant, ouais, mais enfin, est-ce qu'il va y avoir quelque chose d'autre ou Et finalement, l'auteur se calme un peu et l'intrigue commence avec une histoire de fantômes et de chamans chinois qui ont été assassinés, de rats géants qui courent après des amis du Lord. Et l'intrigue est assez sympa aussi. Bon, j'ai trouvé ça un peu dommage, ce déséquilibre. À la limite, le sexe, oui, mais il faut d'abord commencer l'histoire, nous intriguer, et après mettre quelques scènes de sexe et de romance. Commencer directement par ça, alors que l'aventure en elle-même, elle n'est pas encore démarrée, j'ai trouvé ça un petit peu dommage, donc je ne suis pas sûre que je vais lire la suite, parce que c'est sur le même ton que le tome 2. Bon, je préférais le tome 1. On change complètement de registre maintenant en passant aux jeunesses avec 2 romans. Donc celui-ci que j'ai lu très récemment de Fleur Vesco, donc écrit par une autrice française, mais qui se déroule dans l'Angleterre du fin 19e siècle. Et donc je trouvais qu'il avait toute sa place ici, puisque nous sommes dans un récit fantastique, assez intriguant, et qui implique un lord, encore une fois. Donc c'est une réécriture du conte de la princesse au petit pois, une réécriture très moderne et très libre, hein, pas du tout, mais disons qu'on retrouve les références du conte de la princesse du petit pois, mais aussi de nombreux autres contes. Et c'est donc une aventure très très sympa, avec cette jeune femme qui travaille comme bonne dans une famille et qui va se retrouver à participer, plus ou moins malgré elle, à une sorte de test qu'un lord excentrique a mis en place pour se chercher une épouse. Et ce test consiste à passer une nuit dans son château. Or, ce château est très étrange, il se passe des choses bizarres, et cette jeune femme qui est assez attirée par le surnaturel va accepter parce qu'elle est tellement intriguée par le château qu'elle se dit qu'elle veut savoir qu'est-ce qui se cache. Donc après, elle va réussir, bien sûr, premier test, et va s'en suivre toute une aventure où elle passe d'un test à un autre, elle découvre de plus en plus de secrets sur ce château, et c'est une ambiance très particulière, et j'ai beaucoup aimé, c'est très, très sensuel comme histoire.
Et ensuite, nous sommes avec Enola Holmes de retour aux enquêtes policières. Enfin, policières plus ou moins. J'ai ici 2 tomes de 2 collections différentes. Je n'ai lu pour l'instant que celui-ci. Alors, j'ai plein de Sherlock Holmes dans ma collection, que ce soit en bande dessinée ou quoi, mais je les ai pas mis parce que dans ceux que j'ai lus, je trouve que on n'insistait pas vraiment sur le fait que la famille Holmes appartient à la haute société. Au contraire, Sherlock, il est plutôt pauvre, désargenté, il vit pas forcément dans la haute société, alors que celui-ci, on insiste bien, du moins dans le premier tome, que Enola appartient à une famille de la haute société avec ses codes, etc. Elle a été élevée par une mère qui justement rejette tous ces codes, donc elle a été élevée de façon assez fantasque, et Enola elle-même va décider de ne pas correspondre à ce qu'on attend d'une jeune fille de bonne famille de cette époque-là, et ça occupe une grande partie dans ce récit, c'est-à-dire qu'il y a effectivement toute l'aventure avec une enquête, etc. Mais disons que l'important du récit, selon moi, c'était vraiment l'émancipation de Enola par rapport à ce qu'on attend d'elle, et notamment ce que son frère Mycroft attend d'elle, c'est-à-dire qu'elle intègre un pensionnat de jeunes filles pour apprendre à devenir une future bonne épouse, quoi. Alors qu'elle, elle veut être libre, indépendante, faire des métiers d'homme. Elle a beaucoup d'admiration pour son frère Sherlock et elle veut faire comme lui. En fait, elle partage son don de déduction et elle décide du coup de mener son enquête. À la première enquête, elle va surtout essayer de comprendre où est passée sa mère, parce que ça commence avec la disparition de sa mère le jour de ses 16 ans. Et à la fin de ce tome, elle décide du coup de s'installer comme détective, et s'en suivront d'autres aventures que je n'ai pas encore lues. Voilà, j'arrive un petit peu au bout de la pile de livres que j'avais prévus. Il y en a énormément d'autres qui peuvent entrer dans la catégorie British Mysteries et qui se déroulent au 19e siècle. Et notamment dans la haute société. N'hésitez pas à laisser en commentaire des références, à dire si vous avez lu certains de ces livres et ce que vous en avez pensé, et à m'en conseiller d'autres, parce que c'est une ambiance que j'aime bien, et donc voilà, je suis toujours friande de nouvelles découvertes. J'espère que cette petite vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, et pourquoi pas à vous abonner, et on se retrouve très vite avec de nouvelles aventures livresques. Ah, petit mot de la fin, cette vidéo est accompagnée d'un article sur le blog dont je mettrai également le lien en descriptif. À très bientôt.